Donc, je vais vous lire un texte qui date de 1984 et qui s'intitule « Du tableau naît le réel ». À la lumière de mon expérience des tableaux vivants de ces dernières années, il m'apparaît de plus en plus que le tableau, je ne parle pas du tableau vivant, la réalité même du tableau repose sur une absence que serait métaphoriquement la tache aveugle de l'œil de Georges Bataille. Son existence n'est pas une existence en soi. Il n'y a pas de lieu du tableau. Son lieu est n'importe où, mais n'importe où pourvu que ce soit hors de ce monde, tel que le disait Baudelaire. Le lieu du tableau est hors du monde. Le tableau n'existe, en imposant une proposition de vision, que parce qu'il la dégage de tout autre. Ce sera cela et rien d'autre, pourrait dire le peintre en montrant son tableau. Le tableau n'existe qu'issu du chaos. Il extrait une image de l'infini de ce qui peut s'offrir à l'œil et interpelle celui-ci par sa fonction de piège à regard. Entre parenthèses Lacan. Il fait apparaître la réalité visuelle qui l'entoure, dans l'instant, comme secondaire, arbitraire même, en créant un centre privilégié du regard. Cette réalité visuelle qui l'entoure, mouvante à l'instar de la matière, prend alors fonction de reste de la vision. Ce reste, né dans le même temps que le tableau, ce reste, lui, a un lieu, c'est le monde. Ce reste est-il le réel? Disons que c'est la réalité, mais peut-être le tableau, en la faisant naître comme son reste, tend-il à la transformer en ce qu'elle ne peut être que dans l'impossible, le réel. Le tableau vivant. Il faut définir le tableau vivant par rapport à la problématique de l'héliocentrisme. Là où le tableau propose un centre, autour duquel la réalité se situe, le tableau vivant, en incluant autre chose que lui-même et qui soit du monde, déplace ce centre. Il ne le déplace pas pour autant dans la réalité, mais crée un double centre. Il est à l'ellipse ce que le tableau est au cercle. Le tableau vivant a un lieu. Est-il pour autant au monde? Ce lieu est à la fois du monde et hors du monde. Ce lieu est lié au corps. Qu'est-ce qu'un tableau vivant sans les corps réels? Si l'expression tableau vivant a un sens, on peut s'interroger sur son contraire, tableau mort, qui, s'il n'est pas un pléonasme, semble chargé d'un curieux non-sens. Me fascine à l'intérieur d'un même tableau la guerre, je ne trouve pas d'autre mot, la guerre que se livrent le corps réel et le corps représenté. Ces deux états du monde semblent être l'expression d'une trinité incomplète et dont le troisième terme serait le cadavre. Le corps vivant, le corps représenté, le cadavre. Il y a un rapport logique entre le corps vivant et le corps mort, mais il y en a un plus subtil et plus terrible entre le corps représenté et le cadavre. L'immobilité absolue, comme celle du cadavre du corps représenté, n'est pas celle de la mort, mais de la vie, d'une vie figée pour l'éternité. Le corps représenté est un cadavre qui ne pourrit pas. Qu'est-ce qu'un tableau vivant sans corps réel? C'est un tableau, mais un tableau où s'est livrée cette guerre, et qui reste chargé d'absence, comme un puzzle dont il manque une pièce. La pièce manquante du puzzle. Jusqu'à n'importe où, premier tableau vivant où le corps n'est pas seulement présenté mais représenté, c'était le corps réel qui avait chargé d'incarner ce reste du tableau décrit plus haut, d'opposer à la représentation son irreprésentabilité. Mais n'y a-t-il pas dans cette focalisation sur le corps comme seule forme du réel une réduction fétichiste de ce corps, alors qu'il échappe justement à l'image? Cette focalisation n'est-elle pas l'origine de ce qu'on peut voir comme limite dans le symbolisme? Il n'est pas nécessaire que le corps soit présent, réel ou image, pour qu'il y ait du corps. Après n'importe où, ce n'est plus seulement la forme du corps qui est corps, ce peut être le ciel, une montagne, une forme quelconque. La forme, au bout du compte, est indifférente. La forme molle et arbitraire d'une pièce de puzzle n'est-elle pas alors l'expression souveraine de cette indifférence? Et le texte donc date de mars 1984.
très primitive de Thierry Cauvet de 1978, datant de l'atelier de la rue des Caves à Sèvres. Et on voit donc sur une fenêtre, sur des verres peints en noir, un essuyage qu'on va retrouver ensuite dans le travail à l'éponge et toute la pratique disons, du geste du dessin-peinture. Là, en l'occurrence, par soustraction, la création d'images à partir de presque rien, en fait. C'est en fait ce que j'appelle les bandes de fond. Oui. Dans les fonctions picturales telles que je les ai formalisées, j'appelle ça la fonction bande de fond, c'est-à-dire que j'efface, bon, c'est quand je travaillais à l'huile, c'est moins maintenant avec l'acrylique, mais donc j'effaçais la couche fraîche pour faire réapparaître celle qui était sèche en dessous. Donc c'est pour ça que j'appelais ça une bande de fond. Et cette bande de fond, ben, elle fait réapparaître le réel. Et du coup, il faudrait presque... Alors, ce serait peut-être intéressant de passer voir une autre pièce, pour enchaîner par rapport à ce qu'on voyait précédemment des bandes de fond sur la fenêtre. Donc à l'endroit où la peinture était effacée, on voyait apparaître le paysage derrière, le réel. Et en fait, j'aime bien cette petite pièce, c'est une image numérique que j'ai fait beaucoup plus tard, il y a peut-être 3-4 ans, j'en sais rien, il faudrait regarder, mais pas beaucoup plus que ça, et qui résume bien finalement cette chose-là. C'est-à-dire que le rapport, bon, c'est le thème de toute l'exposition, réel et peinture, le rapport du réel et de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de réel qui a été pris, entre guillemets, par la peinture, et ce même morceau, du coup, de façon contraire, est prise par la peinture réelle. Et ça, c'est ce que j'ai en permanence quand je travaille mes deux feuilles, la technique que j'emploie depuis maintenant presque 15 ans, où j'ai deux feuilles l'une sur l'autre que je découpe ensemble, et ensuite j'intervertis les pièces découpées. Et à chaque fois, pour moi, c'est un petit peu ce principe-là que j'ai toujours en tête quelque part, que le réel et la peinture sont deux mondes, et qu'il suffit qu'une forme ait été découpée ou dans le réel ou dans la peinture, pour que la forme exactement similaire soit découpée dans l'autre monde. Et cette sorte comment dire, cette sorte d'alchimie au niveau de la réflexion, c'est aussi ce qui m'avait fait écrire il y a quelques années une phrase qui va aussi dans ce thème-là, qui était « mets de la viande au paradis et de l'espérance en enfer ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été pris, qui est d'un monde contraire, qui est un monde... et en retour, ce monde-là, symétriquement, la même forme est découpée dans l'autre monde. Voilà, enfin, il faudrait en parler longuement, mais le principe est celui-là. Donc, là, on a au-dessus un grand tableau vivant qui avait été présenté à Venise. À la Biennale de Venise en 1984. En 1984, et qui s'intitule « N'importe où ». Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'escalier d'atelier, là où je parlais de n'importe où, donc c'est le n'importe où de Baudelaire, n'importe où, 3 petits points, pourvu que ce soit hors de ce monde. Donc dans ce tableau vivant, on reconnaît bien, donc c'était une grande toile qui faisait 8 mètres sur 3, que j'avais placée, c'était d'ailleurs à l'école des Beaux-Arts de Paris, où je l'avais placée au sol, et Jim Purcell, donc mon ami de toujours, avait fait la photo juchée en haut d'un échafaudage, et donc on avait placé 3 corps réels qu'on reconnaît quand même assez facilement, parce qu'ils ont une carnation un petit peu plus rosée lors de la photographie par rapport au corps qui était peint. Ça, c'est une série donc, qui s'appelle « Il faudra le temps ». Il y a le triptyque qui est une pièce en soi, et la 4e photo, c'est une photo seule, mais qui met en évidence le processus de fabrication, c'est pour ça que je l'aime bien. Comment ça a été conçu? C'était donc une peinture qui allait évoluer, et je prenais la pose
pendant le cours de son évolution. Hein. Bon, je savais, on voit très bien, même dès la première étape, je savais où j'allais au niveau de la peinture. Donc là, elles sont à l'envers. Voilà, hop. Ça, c'est donc la deuxième étape, et ça, c'est la dernière étape. Voilà. Il faudra le temps, donc c'est ce qui explique le titre, ce qui explique que ce soit également un triptyque. Ça avait été fait, pris en photo, je crois, les deux dernières à la Villa Médicis, pour la petite histoire, d'un balcon de la Villa Médicis. Donc, je voulais juste ajouter pour la petite histoire que donc, il faudra le temps, a été rejoué, si on peut employer ce terme-là. Donc j'ai repris la toile et j'ai reposé lors du film Répétition inactivée, dont c'était quelque part le thème. Le thème, c'était de rejouer, entre guillemets, mais le terme jouer est assez beau finalement, parce que c'est un jeu, de rejouer le rituel qui s'était déroulé 20 ans auparavant. Donc là, on est en 83, l'autre c'était en 2003. Et avec plusieurs versions, pour ceux qui ont vu le film, ou ceux qui ne l'ont pas vu iront le voir. Et il y a plusieurs versions qui sont des clins d'œil à cette pièce-là. C'est en fait le projet d'un dernier tableau vivant qui finalement est abandonné. C'est la première toile montrée en tant que peinture, cette évocation de la chambre de Van Gogh à Arles. Et Thierry pose marginalement, d'où le titre Ciao Pantin. Et grimaçant aussi. Et grimaçant, oui. Et donc une charnière en fait entre les tableaux vivants et la peinture montrée comme peinture, en tant qu'objet peint. Alors qu'auparavant c'était la peinture mise en scène et photographiée. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le film Répétition inactivée, je ne sais pas si tu te souviens, donc on me voit devant cette toile, et il y a une voix de femme qu'on imagine. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Oui, pendant 17 ans, c'est ta sœur-ci qu'on rentre. Ça. Et je fais le pitre. Oui, qui est très beau d'ailleurs, ça. Oui, je fais le pitre, je montre que pendant 17 ans, j'ai fait que peindre. Alors, ça, en fait, ça, ce sont des tirages inversés du rouge bleu. Du rouge ou bleu, c'est ça. Oui. Vert, violet, orange. Et, donc, mettant en scène des personnages, X personnages, la 4, la 6, la 8, également habillés soit en rouge, soit en bleu, ou en jaune, dans les mêmes tonalités que les toiles de fond, et qui, en fait, apparaissent ou disparaissent dans la mesure où ils quittent leur zone de couleur. Donc, il y a c'est une forme de découpage aussi, d'ailleurs. Oui. Et une sorte de jeu... Il y a très important là-dedans aussi cette histoire de verticale et d'horizontale. Oui. C'est-à-dire que ça avait été fait donc, toujours dans le squat de la rue des Caves. Donc là, on est en 81. Et dans la cour intérieure de l'immeuble, j'avais placé 3 grandes bandes de couleurs, donc rouge, jaune, bleu. Là, ce sont les couleurs inversées. Et j'avais demandé à mes amis et les personnes avec qui je vivais dans ce squat de s'habiller dans les 3 couleurs et de créer ces scénettes. Et on prenait la photo du dessus. Donc, dans tout le travail des tableaux vivants, il y a toujours eu un rapport entre l'horizontale et la verticale. L'horizontale du corps couché sur la toile et la verticalité du fait de redresser l'image pour en donner une apesanteur en quelque sorte. De la prise de vue. Et ça, on peut aller voir un peu plus loin ces images en bleu, rouge et jaune. Donc voilà une variante du bleu, jaune, alors rouge. Là, ça c'est une sacrée mise en œuvre. C'est-à-dire j'avais trouvé un échafaudage, j'avais monté un échafaudage. Alors là, c'est vraiment, quelque part, c'est vraiment, là on peut dire la passion du réel, parce que ça aurait été tellement plus facile sur Photoshop, toc. Bon, mais ça il n'y avait pas Photoshop à l'époque, mais j'aurais pu quand même faire des collages. J'aurais pu coller 3 bandes. Non, là, c'était la passion du réel. Il fallait que ce soit en vrai, dans le réel. C'est ça qui est intéressant, la radicalité intéressante. Grand échafaudage, 3 étages, une échelle. Alors, on passait là, je me souviens que derrière la maison, il y avait
des commerces, et le type de la boucherie était très inquiet, il pensait qu'on tournait un film pornographique. Bref, et donc, voilà, j'avais donc mis mes grands tissus jaunes, bleus, qu'il avait fallu coudre auparavant, bien évidemment. Et donc, cette histoire-là, c'était pour faire le chant de la lune. Alors, le chant de la lune, qu'est-ce que c'est que le chant de la lune? C'est une belle légende flamande d'origine celte. Bon, peut-être parce que mes origines sont de ce côté-là de la terre, hein, Vatkovelart, c'est flamand. Et j'aime bien dans cette histoire, il y a toute une mythologie. Bon, c'est peut-être pas étonnant que j'ai fait des mythologies par la suite. Il y a toute une mythologie, il y a une sorte de personnage. Alors, le père et l'amant sont. Alors, il y a eu plein d'interprétations psychanalytiques, bien évidemment. Ce serait l'image de la défloraison d'une jeune fille, hein. C'est-à-dire son père devient son amant, son père lui offre la clé, c'est la clé pour aller. La porte qui donne sur la mer, l'océan. Et cette clé se transforme en épée. Et tout d'un coup, Alwyn, son père c'est devenu Alwyn, c'est devenu l'amant, et il veut sa vie en fait. Hein. Il veut la vie de cette pauvre jeune fille. Et la jeune fille quand le père avait donné la clé à la jeune fille, donc il s'est transformé en épée, il lui avait dit si tu as un problème, tu demanderas à ton épée. Épée de mon père, par le sang et par le fer, que dois-je faire? Quelque chose comme ça. Bref. Et donc, elle voit que sa vie est en danger, elle demande à l'épée de son père, qu'est-ce que je dois faire? Et l'épée lui dit, coupe-lui les bras. Et donc elle coupe les bras de l'amant, le torse se met à grandir de plus en plus, elle dit, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et lui, coupe-lui les jambes. Elle coupe les jambes. Le torse grandit. Elle coupe la tête aussi. Et au final, reste cet énorme torse qui devient le rocher au centre du monde, et les morceaux épars vont ordonnancer le monde. Hein. Alors c'est curieux, je repense en me remémorant cette histoire, c'est évidemment aussi le mythe d'Osiris. Hein. Tout ça, c'est des filiations à travers l'histoire de la mythologie, à travers les cultures, parce qu'on retrouve le démembrement d'Osiris et le fait de réordonner le monde en éparpillant aux 4 points cardinaux les membres d'Osiris. Voilà, on retrouve, ça c'est une pièce qui s'appelle Le Chien d'Ibis, qui a été au départ une vidéo, hein, une action vidéo. Alors tout ça se déroulait toujours dans ce squat de la rue des Caves. Moi j'en parle à chaque fois parce que j'y tiens beaucoup, ça a été vraiment un lieu d'expérimentation, un lieu de vie, un lieu d'espoir, de projection et de recherche. Donc je pense vraiment que cette anarchie nous a été profitable. Donc ce lieu-là a produit, il y avait une pièce que j'avais peint pour l'occasion, moitié noire, moitié blanche, et j'avais placé un corps d'homme, c'était le mien, ça aurait pu en être un autre, un corps d'homme blanc muni d'un masque noir, et un corps de femme noir muni d'un masque d'ibis blanc. Et donc on reconnaît les deux divinités égyptiennes, Anubis et Thoth, et de la sagesse, et Anubis, animal psychoponte qui accompagne le défunt dans sa course avant de réapparaître. Hein. C'est la course du soleil au fond, la course du soleil pendant la nuit avant de renaître. Voilà, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, ce chien. J'ai toujours bien aimé ce chien, j'aime bien Thoth aussi. Corps blanc, passant du fond blanc au fond noir, le corps blanc disparaît perd sa tête. Et perd sa tête. Bien sûr. Et oui, inversement, bien sûr. le corps noir passant dans le blanc réapparaît et sans tête. Bien sûr. Et donc toujours ce jeu de découpage finalement et de une forme de symétrie ou d'opposition. Donc encore une variation sur la thématique que Thierry exprimait tout à l'heure.
Ça, tu fais bien de le dire, Alain, parce que j'ai omis d'en parler, et pour moi, c'est quelque chose de très important, et je peux dire pour nous, à l'époque, c'était quelque chose de très important, c'était la figure de l'acéphale, hein, qui était surtout par rapport à Georges Bataille et à Masson, qui était son ami, hein, avec son très beau dessin de l'acéphale. Et pour nous, l'idée de l'acéphale, c'était, au-delà du mythe, c'était vraiment l'idée aussi d'un corps politique dont la base reprendrait le dessus. Hein. Un corps sans tête, ça voulait dire aussi quelque part un corps social sans maître, hein, sans cet éternel petit dictateur qui emmène les gens là où ils ne veulent pas aller. Voilà. Donc ce thème de l'acéphale, bon, quand je parle de politique, c'est bien au-delà aussi strictement du politique, parce que c'est aussi les mêmes répercussions en philosophie, hein, c'est la mort de Dieu de Nietzsche, c'est la même chose au niveau de la théologie, c'est la même chose au niveau de... Enfin bref, il est temps que la pyramide soit remise dans le bon sens et que la base ait à nouveau le droit de citer. Alors là, on est devant une série de plans parallèles. C'est une série qui date de 2010 et qui s'intitule « Les pelures d'espace ». Alors, cette série de pelures d'espace, pour moi, c'est un travail qui est vraiment important et qui prend sa source dans un souvenir de jeunesse. Je devais avoir à peu près 18 ans. J'étais dans le métro parisien et tout d'un coup, j'ai vu tous les personnages de la rame du métro comme s'ils étaient peints chacun sur une plaque de verre, en fait. C'est-à-dire que je crois que quelque part, j'ai été... peut-être je suis devenu peintre ce jour-là, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai été, j'ai envie de dire, assommé. J'ai été pris vraiment de façon frontale par le rétinien. J'ai tout d'un coup ouvert les yeux. J'aurais presque envie de dire. Voilà. Donc, cette série-là, je l'ai conçue à la fois en rapport avec ce souvenir intime et puissant, et à la fois comme une manière de faire jouer le plan de la représentation avec le réel. C'est-à-dire, quelque part, ce que je disais précédemment sur le rapport de la peinture et du réel continue d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je me place derrière, je fais partie d'une réalité, d'un réel qui se trouve derrière le plan de la transparence, et tous, je les ai placés au centre pour qu'on puisse à la fois les considérer une par une, mais que ce soit à chaque fois mouvant, c'est-à-dire qu'à chaque fois on puisse voir des travaux beaucoup plus récents, comme la mythologie grecque, voir des couleurs, même si on n'entre pas dans le détail, et que cette succession de plans parallèles rende hommage aussi à cette magnifique galerie Alain Houdin, où il a pu s'étendre comme un immense accordéon. Hein, et j'en suis vraiment tellement content, tellement ravi. Voilà. Donc voilà les pelures d'espace. Et au final, on arrive à deux pièces qui sont d'une série assez proche, mais qui jouent moins de la transparence. Une série que j'ai appelée les dépouilles d'orgue, hein, d'après les orgues, hein, l'organisme, et à la fois les grandes orgues, la musique. La dépouille aussi. C'est-à-dire peut-être à force d'avoir un regard qui transperce le corps, eh bien à un moment j'ai eu envie de voir les organes à l'intérieur du corps. Donc j'ai fait une série, peut-être une dizaine peut-être de dépouilles d'orgue, et j'ai mis ces deux-là. Celle de gauche est vraiment une des pièces que je trouve les plus fortes de cette série-là. Alors celle de droite, c'est à la fois les dépouilles d'orgue, mais là, on enchaîne sur encore une autre série qui s'appelle Foramen Gloriae. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Foramen Gloriae? J'ai eu envie à un moment de me poser la question de la gloire. Et comment pourrait-on percer, trouer la gloire? Ça recoupe un peu l'histoire de l'acéphale. Hein. Comment faire pour quelque part créer un trou
dans cette gloire. Et j'ai demandé à une amie, parce que moi je ne parle pas le latin, j'ai demandé à une amie si elle pouvait essayer de me trouver une expression latine qui pourrait aller dans ce sens-là, comment elle le traduirait en latin pour faire plaisir à nos amis les curés. Et donc, elle m'a trouvé cette expression, foramen, le verbe forer, et gloriae, la gloire. Forer, creuser dans la gloire. Il y a toujours cette idée de creuser dans le plan, de creuser dans l'image de la peinture. Je pense sans doute parce que je suis autant iconophile qu'iconoclaste, c'est-à-dire qu'à la fois j'aime passionnément la peinture et à la fois peut-être j'ai envie de la détruire tout autant que j'ai envie de la construire. Bref, et donc ça donnait toute une série assez obscène, parce qu'il y a aussi l'histoire du trou dans la gloire, vous savez, en pornographie, le glory hole, tous ces trous qui sont percés avec des bites qui dépassent à droite et à gauche. Donc tout ça, ça a donné cette série Foramen Gloriae. Celle-ci participe de la même série. Donc on est toujours dans cette histoire de Foramen Gloriae, et série donc érotique ou parfois pornographique, les deux. Et là, voilà, on a cet être étrange en train de porter sa main vers son sexe. Alors, on se trouve devant un grand tirage d'une pièce qui s'appelle Double, qui s'intitule Double, qui date, si je ne dis pas de bêtises, de 1981, et que j'ai tiré pour la première fois à une taille quasiment d'être humain normal. Bon, là, elle place un peu en hauteur, mais c'est à peu près une taille humaine. Et je suis très content de la découvrir, de la redécouvrir, donc si longtemps plus tard, à une taille telle qu'elle aurait dû être dès le départ. Voilà. Et ce que je voulais juste dire sur cette pièce, c'est que ça rejoint aussi le thème de l'acéphale, tout simplement parce que c'est le bicéphale. Donc à chaque fois, c'est le même thème un petit peu de lutter contre la réduction, à une tête unique, la réduction à Dieu quelque part. Donc ce monstre, parce que dès qu'on est dans la lutte contre Dieu, on est dans la monstruosité, ce monstre, eh bien ce monstre, c'est justement un début de nous, on pourrait dire ça comme ça. C'est le nous, un nous qui a disparu mais qui reviendra. Alors le double, on le retrouve dans ce tableau vivant, également de 81, qui s'intitule Monstre et qui présente plusieurs personnages monstrueux. On retrouve le cynocéphale qui vient de l'Égypte, donc le corps avec une tête de chien. On retrouve le double, le bicéphale. On retrouve un cyclope. Alors c'est drôle parce que c'est peut-être mon premier cyclope, mais j'en ai eu d'autres 40 ans après dans la mythologie grecque, bien sûr. On retrouve l'acéphale, dont je parlais de basson et de bataille. Et on retrouve ce personnage étonnant avec un énorme pied qui peut être une sorte d'Oedipe, parce que le nom d'Oedipe, ça vient, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de ça. Donc c'est le pied gonflé. Donc tous ces personnages de la mythologie, quelque part, se sont développés pendant toute ma vie pour donner toutes sortes de peintures mythologiques. 40 ans après, devant cette toile évoluent deux danseurs masqués, les corps nus entièrement peints, dont on ne sait pas s'ils sont sortis de la toile ou s'ils vont y rentrer. Et donc encore une forme de relation du vivant et du réel à la peinture dans une variation polychromique et mobile. Alors bien sûr, cette chorégraphie était celle de Karine Saporta. Moi je l'ai aidée pour faire les maquillages, mais c'est Karine qui a fait et qui va refaire donc au fond de dotation l'enseigne des Houdins prochainement le même type de performance avec des corps peints devant mes tableaux de la mythologie grecque. Et ça sera d'ailleurs les vendredis, vendredi à 19h, les samedis à 17h et 19h, selon 9 séances.
dont on donnera les dates. Là, elle m'échappe. Au mois de mars. Alors, ces masques qui sont sur ces deux photographies, qui sont les mêmes masques qui vont servir pour la chorégraphie de Karine, bientôt donc devant et avec les tableaux de la mythologie grecque. Ces masques ont servi déjà auparavant, ils n'ont pas été faits pour cette chorégraphie, ils existaient déjà depuis 2013 et m'ont servi à faire plusieurs tableaux vivants. C'est une série qui s'appelait, je crois, Masque corps, casque mort. C'est une sorte de jeu de mots comme ça sur masque et casque et corps et mort. Voilà. Peut-être la seule chose à dire, c'est que comment je suis venu à ces masques, c'était pas juste, je ne suis pas levé un jour en me disant tiens je vais faire des masques, c'est que l'évolution de ma matière picturale, à savoir les pelures d'espace qui après ont donné les dépouilles d'orgue, toute cette matière qui a évolué à l'atelier. Ensuite, j'ai commencé à les découper, ça a donné la série des déracinés que j'avais exposés les mois précédents, qui seront bientôt exposés à la Fabrique au mois de juin. C'est un grand plaisir, bref. Et donc, l'affaissement de cette matière, ou bien papier plastifié ou bien plastique, la découpe et l'affaissement, ça a donné ce que j'appelle la fonction le plan qui s'enroule. Tout d'un coup, on n'est plus juste dans le plan qui est le plan de la représentation, le plan de la peinture. On est dans un plan qui s'affaisse, dans un vitrail qui s'affaisse quelque part. Et ce vitrail, soit il s'enroule sur le corps et ça devient un habit, soit il s'enroule plus largement comme métipi et ça devient un habitat, soit il s'enroule sur le visage, c'est le masque, ou sur le corps, c'est aussi un masque de corps. Voilà. Alors, derrière les pelures d'espace qui sont alignées, se trouve un autre alignement qui est venu beaucoup plus tard, vu que ce sont des peintures qui datent de 2017, qui font partie de la mythologie grecque, la série sur la mythologie grecque, et c'est ce que j'appelais la procession des Ménades, qui fait référence à des choses très précises dans la mythologie grecque, les bacchanales, ces Ménades qui vont devenir à moitié folles, qui sont une procession dionysiaque, qui suivent Dionysos en perdant la raison. C'est souvent des femmes hystériques, ivres de folie, de vin, enfin bon, bref, les Ménades. Et ce qui m'a plu beaucoup dans cet accrochage, ça a été de placer ces deux processions, c'est-à-dire la procession des Ménades. Bon, là, elles se suivent, et j'ai envie de dire, elles se suivent, et je me mets presque, comme je l'étais dans les tableaux vivants, à l'égyptienne, elles se suivent dans le plan et dans le profil, tel que les peintures égyptiennes, les peintures sur les vases grecs, etc. Alors que la procession, si on garde le même terme, des plans parallèles, cette sorte de succession dans l'espace des plans parallèles, font appel à un autre espace, qui serait peut-être l'espace plus de la Renaissance, en tout cas l'espace frontal et de la traversée du plan. C'est-à-dire qu'on a là deux types d'espaces qui quelque part s'affrontent peut-être, ou se complètent, je n'en sais rien, il faudrait y réfléchir, mais en tout cas la procession du plan que l'on traverse et la procession de la représentation. Et là, le corps se met à l'égyptienne. Voilà. Donc, j'ai voulu, dans l'espace de la galerie, qui s'y prête magnifiquement, parce qu'il est tout en longueur, exprimer ces deux types de processions. Vas-y. Alors là, nous sommes devant une installation qui s'intitule « Figure verte » au pluriel. Et c'est un travail que j'ai fait, j'ai dû commencer en 2020, et il s'achève, j'ai envie de dire qu'il s'achève en 2023 pour cette exposition, vu que auparavant je n'avais pas fait cette installation. Donc il prend quelque part son aboutissement en 2023. Et donc il y a donc cette grande image qui met en scène donc, ce que j'appelle mes figures vertes, qui sont un petit peu comme dans le même type de matériaux que mes pelures d'espace ou que les déracinés, c'est-à-dire matériaux mixtes, papier
papier plastifié, plastique, le tout repeint, découpé et placé dans un paysage. L'idée de cette série, c'était vraiment de faire un rapport entre, au départ, culture et agriculture, hein, c'est ce qu'on voit dans les petites images qui sont au sol, c'est-à-dire que les figures vertes se retrouvaient sous des serres, à côté de courges, à côté de courgettes, et elles étaient elles-mêmes des choses qui poussent, hein, parce que quelque part la culture et l'agriculture ne sont pas bien éloignées. Et puis ensuite, j'ai fait une autre série un petit peu plus tard, en 2021, qui s'appelle les Nymphéas. Bon, les Nymphéas, on les verra le mois prochain, ça fera partie du 3e volet sur la mystique. Les Nymphéas, il y aurait beaucoup à dire sur les Nymphéas, et j'en parlerai à ce moment-là plutôt. Mais déjà, cette installation-là que j'avais faite pour le jardin du Piqueur au Parc Saint-Cloud, mettait en scène donc à la fois des morceaux de peinture, hein, ces sortes de petites îles bleues découpées, hein, que sont les Nymphéas, sur lesquelles je mettais des fleurs, des vraies fleurs, dans un cadre, donc une sorte de petite verrière qui était là au Parc Saint-Cloud. Voilà, donc toutes ces pièces sont placées au sol comme autant de choses qui vont croître, hein, et c'est un travail que je continue de loin en loin depuis maintenant une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'années, avec des préoccupations écologiques, hein. C'était aussi les totems bio que j'avais présenté le mois précédent, et le film que j'ai pu faire aussi, le chant de l'ours, tout ça, c'est les mêmes préoccupations par rapport au changement terrible de conditions climatiques qui est en train de bouleverser, voire de mettre un point final à notre état d'être au monde. Le lieu qui est très beau, c'est une source qui se trouve au nord de Montpellier, où j'étais avec des amis. Et c'était un petit point d'eau qui était charmant, avec une eau pure, avec vraiment comme au commencement du monde. Et ce petit endroit-là dans l'exposition est aussi un petit havre de paix, hein, pour nous ressourcer, pour affronter toutes les horribles épreuves qui nous attendent bientôt.